Bonjour à tous et bienvenue dans l'Aéropresse Club. Avec nous aujourd'hui Catherine Monory, directrice du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, également présidente de l'Aéroclub de France. Bonjour Catherine. Bonjour Frédéric. Alors nous sommes installés ici au cœur du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, donc au milieu de la salle des 8 colonnes. D'abord une question, comment va le musée? Le musée va bien. D'ailleurs, vous voyez sous leur housse ces avions qui prouvent que nous sommes en pleine rénovation. Le musée bouge. Le musée bouge. Le musée, alors évidemment, on va être obligé de cacher un peu nos avions parce qu'on fait des grands travaux dans l'aérogare Labro de 1937. Là, nous sommes dans la salle des 8 colonnes qui a été toute refaite et non seulement nous allons avoir terminé entièrement l'aérogare avec sa tour de contrôle, sans doute pas avant novembre 18, mais aussi il y a des projets dans le Grand Paris, je pense pour un musée totalement rénové dans les années qui viennent. Le musée est plein d'avenir. Alors il y a une grande première, vous faites enfin rentrer de la lumière extérieure. Oui, alors c'était en fait ce qui était voulu par les architectes au départ, faire rentrer la lumière. Mais je dois dire, quand le musée était refait vers les années 80, on a caché la lumière quelque part parce que ces avions que vous voyez constituent le patrimoine national, ont un statut vraiment d'objet inaliénable, privilégié, que nous protégeons et qui sont fragiles, la toile, le bois. Et ces avions-là, comme ils sont fragiles, il ne leur fallait pas trop de lumière. Donc maintenant, nous restituons la lumière, mais malgré tout avec des vitrages extrêmement filtrants. On a de nouvelles techniques pour éviter que les avions s'abîment. Voilà. Alors, on n'aura plus ces toiles tendues qui ont très mal vieilli avec ce bleu pas très joli, un peu vieillot des années 70-80. Voilà, ça a été fait dans ces années-là. De même que des passerelles qui traversent et qui cachent absolument la forme de l'aérogare. On ne voyait rien, la voûte avait disparu, la voûte de pavé de verre. Ça ne plaisait plus aux gens. Et on en avait fait une boîte fermée. Et tout ça va disparaître. Il y aura encore les coursives qui permettront de voir les avions d'en haut parce que les coursives étaient là au départ. Alors c'est un chantier colossal? C'est un chantier colossal et qui a été financé par la Défense à hauteur de 21,5 millions. C'est un magnifique chantier. Nous avons aussi été aidés par les industriels du GIFAS qui nous permettent de construire un hangar, il faut dire des réserves parce que ce ne sont plus des hangars, qui soient à la fois chauffés, à hygrométrie constante, qui vont protéger ces machines très fragiles des débuts de l'aviation, qui sont la grande richesse de notre collection. Et donc beaucoup de projets. Il y a un nouveau hall Normandie-Niemen, il y a un nouveau hall 3945 qui a été financé et aidé par des Américains. Tout ce qui était nos fusées ont été repeintes, tout le tarmac est propre, tout le musée est vraiment en train de reprendre son prestige. Alors il y a le côté rénovation, côté tarmac et côté piste. La tour de contrôle aussi va être rénovée. La tour de contrôle va être rénovée. Les terrasses aussi? Les terrasses seront maintenant à disposition toute l'année, parce que pour l'instant, elles ne sont ouvertes que pour le salon de l'aéronautique et de l'espace. Et puis, il y a aussi l'autre côté de la piste, du nid, avec des restaurateurs, des ouvriers qui travaillent et qui connaissent toutes les techniques. Des restaurateurs qui restaurent. Qui ne vous nourrissent pas. Qui ne nous nourrissent pas, mais qui sont la grande richesse aussi du musée, parce qu'on ne trouve plus ces gens qui entretiennent le savoir-faire de formes d'entoilage qui n'existent plus, de travail du bois, de chaudronnerie. Donc ça reste passionnant et ça nous permet d'avoir des machines et de restaurer des machines très rares qui font la grande richesse du musée. De qui dépend aujourd'hui le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget? Alors, le musée de l'Air et de l'Espace est un musée de la Défense. La Défense a 3 musées, le musée de l'Armée des Invalides, le musée de la Marine et le musée de l'Aviation, pour conserver l'histoire des ailes françaises, comme elle a conservé l'histoire de l'armée et l'histoire de la marine. Donc ce musée a été au départ une idée vraiment de pouvoir raconter tout dès le début. Et dès 1919, alors que les premiers vols sont encore très récents, on comprend qu'il faut garder, conserver. Donc on a beaucoup de choses, beaucoup de richesses. Combien d'avions ici? Alors, le musée a 400 avions. Évidemment, nous n'avons malheureusement pas la place de tous les exposer. Il y en a à peu près 120, 130 exposés. Et des grands projets pour agrandir le musée. Vers les années 2024, il devrait y avoir un nouveau musée, en même temps que le métro arrivera chez nous, donc qui facilitera l'accès, parce que c'était le problème du Bourget. Ce musée est à la fois le musée, bien sûr, d'histoire de tout ce qui vole, mais c'est aussi un musée de site. Parce que c'est formidable d'être sur
l'aéroport du Bourget, qui est Le Bourget, célébrissime. c'est connu dans le monde entier. Pas besoin d'être forcément. aviateur pour le connaître, ne serait-ce que par l'arrivée de Lindbergh, et qui est vraiment un événement majeur de l'histoire humaine. Mais aussi, ce musée est un aéroport d'affaires le plus actif en Europe. Et il y a une histoire d'amour absolument extraordinaire entre les Français et l'aviation. Tout le monde a volé ici, tout se passe ici. Et en 1914, c'est déjà un aéroport militaire. À partir de 1919, on aura la première ligne vers Londres. Et ensuite, l'aviation d'affaires va prendre le relais, jusqu'à maintenant de façon très très importante. Donc à partir du moment où Orly et Roissy vont être ouverts, on va offrir ces lieux au musée pour qu'il s'installe. Alors il va s'installer progressivement à partir des années 70-73, les premiers hangars, et on termine vers 85 de s'installer dans l'aérogare. Et c'est l'une des plus belles collections, surtout des débuts de l'aviation. Voilà, c'est un des plus grands musées mondiaux, c'est une des plus belles collections, particulièrement pour les débuts de l'aviation, parce que tout se passe en France. Le premier vol est américain, mais les Wright vont venir immédiatement parce que 1906, Santos Dumont, de bonne foi, croit faire le premier vol parce qu'on ne sait pas encore qu'ils ont volé. Et puis tout va s'enchaîner très vite. En 1909, on traverse la Manche et 60 ans après, on vole en 747 la même année en Concorde et on marche sur la Lune. C'est absolument quelque chose d'extraordinaire. Et ces collections des débuts sont les plus riches au monde parce que tout se passe ici. Et d'ailleurs, l'histoire d'aviation des Français et l'histoire d'amour entre les Français et l'aviation continue, puisque je crois que maintenant, en Europe, la moitié des pilotes privés sont français. C'est amusant. Ce qu'il est important de dire, c'est que c'est un musée. L'entrée du musée est totalement gratuite. Absolument, vous pouvez voir toutes ces collections permanentes gratuitement, ce qui est magnifique évidemment. Et si vous voulez faire des activités plus particulières, il y a un espace enfant, possibilité de monter dans les avions, à ce moment-là, vous allez acheter ça. Mais toutes les collections permanentes sont accessibles gratuitement. Et beaucoup de nos événements, nous faisons des événements pour attirer, beaucoup de nos événements sont gratuits. Et parmi ces expositions permanentes, vous avez ouvert il y a maintenant presque un an une exposition consacrée au Normandie-Niemen. Le Normandie-Niemen, on rappelle, ces Français qui étaient partis combattre aux côtés des forces staliniennes. Oui, alors l'aventure des pilotes du Normandie-Niemen reste quelque chose de vraiment tout à fait exceptionnel dans le cœur de tout le monde. Et les Russes étaient très très impliqués avec nous pour qu'on fasse cette exposition. Et je dois dire que ça a été très très émouvant. Ce qui s'est passé là, c'est une histoire d'amitié très forte entre deux peuples qui travaillent ensemble pour défendre la liberté. Et ça reste sans doute une des histoires qui marquera le plus l'histoire de l'aviation. Alors on parlait il y a un instant de gratuité sur l'entrée du musée. La fréquentation, vous avez combien de visiteurs par an? Est-ce qu'elle baisse? Est-ce qu'elle augmente? Est-ce qu'elle est stable? Qu'est-ce qui vous manque pour être une femme comblée, une directrice du musée de l'air et de l'espace comblé? C'est vrai que la fréquentation, c'est toujours le souci. Comme tout le monde, nous souffrons un peu cette année de l'impact des attentats qui font que dans tous les endroits publics, la fréquentation a baissé. Pour nous, ça se passe assez bien, c'est vrai, on a de la chance, nous ne sommes pas très impactés. Néanmoins, pour augmenter la fréquentation, il faut augmenter la visibilité du musée. Et ça, je crois que c'est en lui rendant tout son prestige par les travaux qui sont en train d'être faits, que je pense que nous pourrons l'augmenter. L'arrivée du métro sera voilà, j'allais dire la desserte aussi. La desserte sera bien sûr un élément déclenchant très important. Nous faisons des études évidemment pour imaginer tout ça. Et on s'aperçoit qu'on devrait vraiment énormément augmenter la fréquentation quand le métro sera devant chez nous. Mais le métro ne suffit pas. C'est pour quand le métro? 2024 normalement. 2024. Dans le cadre du Grand Paris. Dans le cadre du Grand Paris. Je pense que de savoir si oui ou non les Jeux Olympiques seront chez nous permettra d'accélérer. Mais disons 2024, le métro sera là, la gare sera devant le musée, là devant nous, et elle desservira l'aérogare et le musée, et les villes environnantes bien entendu, et ça sera un très grand plus. Mais en même temps, vous vous rendez compte en ce moment du travail qu'on fait dans tous ces halls, qui est un travail à la fois de restauration des bâtiments et de scénographie pour mettre en valeur nos collections, et c'est ça aussi qu'on doit mettre en avant, parce qu'un métro ne suffit pas, il faut qu'il y ait au bout quelque chose de vraiment intéressant. Et petit à petit, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, vous êtes directrice du musée de l'air et de l'espace du Bourget depuis maintenant bientôt 7 ans déjà. Oui. Première femme à la tête du musée de l'air et première femme également depuis quelques mois.
à la tête de l'Aéroclub de France. L'Aéroclub de France, le Musée de l'Air, ce sont deux grandes dames, deux grandes institutions qui se ressemblent. À quoi sert l'Aéroclub de France? Alors, je pense que le rôle de l'Aéroclub de France et celui du musée sont très complémentaires. L'Aéroclub de France, ce sont des gens qui se sont réunis, qui croyaient à la locomotion aérienne, des visionnaires. Et donc, l'Aéroclub de France raconte, au début faisait tout. C'était donner les licences aux pilotes petit à petit quand ils ont commencé à être faits, et ils dictaient les lois. Évidemment, petit à petit, les fédérations ont pris ce pouvoir-là, et la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, a édicté des lois. On pourrait plus, l'Aéroclub de France ne pourrait plus faire ça. Par contre, je dirais qu'elle est la culture. Elle a gardé comme la philosophie croyait au début pouvoir complètement expliquer le monde. Finalement, maintenant, elle s'appuie sur les données de la science. Et elle réfléchit. Et l'Aéroclub de France prend du recul, c'est ce qui donne de la hauteur. Mais par contre, on l'appelle le lieu des pionniers de l'avenir. Ce sont des gens qui ont vraiment eu l'esprit d'aventure, qui ont cru, qui ont été capables de penser autrement, qui ont été capables de prendre des risques. Et je crois que c'est ce que l'Aéroclub de France doit être maintenant la maison du peuple de tout ce qui vole, tout réunir et d'être attentif et à l'écoute de ce qui va se passer. Et en réalité, on rentre dans une nouvelle ère pionnière, je pense, quand on voit ce qui se passe avec SpaceX, Elon Musk. Voilà quelqu'un qui nous dit qu'il y aura 1 million de personnes sur Mars dans quelques années. Des tas de gens n'y croient pas du tout. Mais il retrouve cet esprit de dire il faudra que nous prenions des risques, il faudra que nous osions y aller. Et il faudra que des gens comme ça existent. Et il faut être attentif à tout ce qu'il va faire, le développement. Et l'Aéroclub de France, c'est son rôle, regrouper les gens autour de toutes ces nouvelles idées, autour de l'aviation électrique, autour de... Je crois que Mars, ça va être quelque chose de déclenchant, les nouvelles frontières. On va aller voir, et c'est... Je vous dis, les deux sont complémentaires. Le musée garde, explique, parle aussi du passé, du présent. Mais l'Aéroclub de France doit s'investir dans ce qui va se passer et pas seulement le raconter. Est-ce que l'Aéroclub de France a un rôle de lobbying lorsqu'il s'agit de faire passer des lois, des réglementations dans l'aviation auprès de l'État, auprès des pouvoirs publics? Je pense que l'Aéroclub de France a particulièrement un rôle de soutien de l'aviation générale et qui doit s'investir. On le voit aux États-Unis, à l'image de l'EA, par exemple. Oui, absolument. C'est tout à fait ça. Je pense que puisque c'est l'instance qui va permettre de réfléchir, de prendre du recul, elle a forcément ce rôle-là. Donc elle est en contact sans arrêt avec tous ceux qui s'en occupent et donc elle peut dire, voilà, nous pensons et nous sommes prêts à être ceux qui vont aider à ces développements. Et puis votre autre casquette, vous êtes ancienne double championne du monde de voltige aérienne, vous volez toujours en meeting un petit peu durant la saison d'été. On a vu, enfin on voit depuis votre double titre, la France enchaîner les médailles. Comment expliquez-vous ce savoir-faire français en matière de voltige, cette excellence? Alors, je dois dire, c'est vrai qu'il y a une excellence extraordinaire en voltige. Nous sommes dans les pays vraiment dominants avec les Russes et les Américains. Il y a en ce moment une championne du monde et un champion du monde en titre, exactement comme il y avait eu un doublé en 2000. Aude Le Mordant et Alexandre Orlovski. Comme j'avais été avec Eric Vazeille en 2000, tous les deux nous avions été champions du monde. Je crois que c'est vrai qu'il y a cette histoire d'amour française. Et puis, il y a une très bonne organisation. Et on a la chance d'être aidé par notre armée de l'air, qui a une équipe de voltige qui est professionnelle, voilà, qui est à Salon-de-Provence. Voilà, qui donc est quand même moteur pour les civils, parce qu'on peut aller s'entraîner sur les bases, on a de l'aide, une fédération qui aide aussi les pilotes, et d'excellents pilotes qui ont déjà des titres, qui transmettent, c'est-à-dire qui donnent aux nouveaux, pas par des stages, par leur truc. Et ces nouveaux continuent le travail, c'est la culture. On s'appuie chacun sur les épaules des autres et la France réussit très bien. Et vous volez toujours donc un petit peu en meeting de temps en temps? Je vole en meeting, je mets un point d'honneur à garder un niveau, un très bon niveau. Donc je fais 2-3 stages par an avec un coach de façon à écouter humblement les conseils qu'on me donne pour continuer à progresser. C'est ça qui est extraordinaire en voltige, c'est qu'on n'a jamais fini de travailler, de progresser. J'apprends encore des nouvelles choses, je compose des programmes et je ne me souviens pas d'avoir réussi un vol parfait. D'accord. Donc si on veut vous voir, c'est du côté de l'aérodrome de Chartres. Ah oui, à Chartres régulièrement et puis sur quelques meetings que je choisis avec grand plaisir en France, toujours pendant la saison d'été.
Merci Catherine Monoré, directrice du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget et présidente de l'Aéroclub de France. Au revoir Frédéric. Au revoir.